bonjour à tous les amis, dans cette vidéo où nous allons reprendre notre petite calculatrice que nous avions intégrée en HTML et CSS3. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de l'animer un petit peu, déjà lui mettre quelques effets, mais tout simplement la rendre fonctionnelle, qu'on puisse faire de vrais calculs. Donc peut-être que vous avez suivi la première vidéo qui consistait à intégrer déjà le design de cette maquette, mais si vous ne l'avez pas suivi, c'est pas grave. Tout ce qui va importer ici, c'est de repérer un petit peu les classes qu'on a utilisées en HTML, que vous retrouvez ci-dessous, d'accord? Donc on va suivre tout ça ensemble, mais c'est pas grave si vous ne l'avez pas intégré avant. Là, ce qui va être important, c'est plutôt la partie JavaScript. Comment est-ce qu'on fait tout ça? Eh bien, c'est parti, on va ouvrir le petit app.js qui est ici, dans lequel on n'a encore pas grand-chose, et on va se mettre à coder. La première chose que je vais faire concernant le JavaScript de cette calculatrice, c'est utiliser ce qu'on appelle une IIFE. Donc c'est une fonction qui n'a pas de nom et qui s'auto-invoque, d'accord, qui s'appelle automatiquement au chargement de la page, comme ceci. Pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, ça protège un petit peu notre code, ça crée un scope local pour nos variables, et ça permet d'éviter les interférences avec d'autres fichiers JavaScript qu'on pourrait charger par exemple. Je vous invite à regarder un petit peu les vidéos que j'ai fait précédemment où j'explique un petit peu le rôle des IIFE. Alors, ce qu'on va faire sans plus tarder, c'est qu'on va essayer d'aller récupérer déjà tous les éléments dont on a besoin, parce que là, il y a pas mal de choses qu'on va vouloir gérer. Déjà, on va vouloir réduire la calculatrice quand je vais cliquer ici, l'agrandir quand je vais cliquer sur le plus, on va vouloir capter l'événement clic sur l'ensemble des boutons pour faire les différents calculs. Quand je vais cliquer sur le bouton AC, je vais vouloir faire un reset de mon résultat, remettre le résultat à 0. Quand je vais cliquer sur égal, je vais vouloir tout simplement faire le calcul, d'accord? Et voilà, je vais vouloir aussi effectivement pouvoir faire un modulo, une division, une multiplication, soustraire, additionner. Donc on va essayer de gérer un petit peu tout ça dans l'ordre. Et pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'ensemble de mes boutons dans mon DOM. Pour ça, je vais créer une constante et je vais appeler ça list numbers, hop, comme ceci. Alors vous allez voir qu'on va déclarer pas mal de constantes qu'on va utiliser un peu partout, qui vont tout simplement récupérer les éléments HTML dont on a besoin pour capter les différents événements dans la page JavaScript. Et moi, ce que je vais récupérer, justement, c'est tous les chiffres, comme ceci. Alors moi, je vais récupérer du coup tous les boutons qui n'ont pas la classe opérateur, parce que là, c'est pas les opérateurs que je vais récupérer, d'accord? Et je veux pas non plus qu'ils aient la classe equal sign que j'avais créé dans le HTML. Regardez, elle est juste ici, et equal sign, c'est tout simplement le symbole égal, d'accord? Moi, je vais récupérer que les chiffres, donc pas les symboles. Donc je ne veux pas récupérer toutes celles qui ont la classe opérateur et non plus la classe égale. Donc je reviens ici, hop, je réduis un petit peu pour qu'on voit un petit peu ce qu'on fait. Je l'avais appelé equal sign, comme ceci. Et là, je vais avoir l'ensemble de mes opérateurs qui vont être chargés, de mes chiffres, pardon. Je vais faire un wrap de ce que je fais comme ça, on verra un petit peu. Alors, c'est pareil, je vais vouloir récupérer aussi la liste des opérateurs. Pourquoi? Parce que moi, je vais faire un calcul par un calcul. C'est-à-dire que si, par exemple, je fais 1 plus 1, si après je fais fois, je ferai un calcul par un calcul. Je vais d'abord faire 1 plus 1, et ensuite, avec ce que je vais obtenir comme résultat, je pourrais multiplier ou diviser, etc., enchaîner les calculs. Mais je vais toujours en faire un par un. Donc je vais avoir besoin pour ça de récupérer la liste d'opérateurs, pour tout simplement capter l'événement clic sur ces opérateurs. Et ce que je vais faire, moi, je veux récupérer tous les boutons qui ont la classe opérateur, comme ceci. Ensuite, je vais vouloir récupérer aussi la liste d'options, pour capter les différentes actions que je vais faire en cliquant sur mes boutons. Donc je vais appeler ça liste options, comme ceci, et ça va correspondre tout simplement à mes spans. Alors je pourrais rajouter une classe à mes spans si je le souhaitais. Ce que je pourrais faire, c'est peut-être, je sais pas, rajouter une classe action comme ceci, et là, hop, je vais récupérer les spans avec la classe action. Lorsque je vais faire l'ensemble de mes calculs, ce que je vais vouloir modifier, c'est tout simplement ce que j'ai au niveau du 0. Et ça, on avait créé une classe qui s'appelait innerResult. C'est là où on a tout simplement le résultat final. Donc je vais essayer de récupérer aussi cette partie-là. Donc je vais l'appeler result lm, par exemple. Et c'était une classe que j'avais appelée innerResult, tout simplement. C'était un ID. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre getElement by ID, comme ceci. Et l'ID, c'est celui-là. C'est pas mal. Ensuite, je vais vouloir récupérer mes 3 petits boutons, parce que l'action va être différente sur l'ensemble des boutons. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer quit button, comme ceci. Je vais faire un document .getElement by class name. GetElement by class name. Je l'avais appelé quit, comme ceci, et moi je vais vouloir récupérer le premier élément de la liste, parce que getElement by class name me renvoie une liste d'éléments qui ont cette classe-là.
Moi, j'en ai qu'un seul, donc je récupère le premier élément, celui qui a la position 0. Je vais avoir reduce et je vais avoir increase. Voilà, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aussi faire la même chose un peu avec le symbole égal. Donc je vais le récupérer, equal sign, comme ceci. Et moi, je l'ai appelé equal sign. Donc c'est pas mal. Là, j'ai à peu près tous les sélecteurs dont je vais avoir besoin pour gérer les différents événements. Alors juste par contre ici, je vais mettre reduce button. Et là, je vais mettre increase button pour pas avoir de problème. Et on n'est pas trop mal, je vais pouvoir gérer tout simplement les différentes interactions avec les sélecteurs que j'ai variabilisés dans des constantes. Alors maintenant que j'ai récupéré l'ensemble de mes sélecteurs, il y a pas mal de choses que je vais vouloir faire. Notamment, c'est initialiser des valeurs pour mes calculs. Alors moi, tout à l'heure, je vous ai dit que à chaque fois, on ferait un calcul par un calcul. Donc à chaque fois, je vais avoir un premier chiffre avec un deuxième chiffre, que je vais soit multiplier, soit je ferai un modulo, etc., etc. Donc ce que je pourrais faire, c'est déjà initialiser une variable que je vais appeler first number, et pour l'instant, ça va être égal à du vide. Je vais avoir également, du coup, un deuxième chiffre que je vais taper pour faire mon calcul. Et entre les deux, d'ailleurs, je vais le faire entre les deux, j'aurai un opérateur que je vais également variabiliser. Et à la fin, j'aurai un résultat qui pour l'instant est initialisé à 0. Ensuite, je vais avoir pas mal de calculs qui vont être possibles, puisque je vais pouvoir faire, ici on le voit, un modulo, une division, une multiplication, moins, plus, etc. Donc ce que je pourrais faire, c'est peut-être créer une constante que je vais appeler, je sais pas moi, calcul. Et calcul, ça va être quoi? Ça va être un objet. Et je vais avoir différentes possibilités. Si j'appuie sur le X, ça me retournera une fonction qui récupérera tout simplement un premier chiffre et un deuxième chiffre, que moi j'ai appelé A et B dans des arguments. Et ça me retournera quoi? Ça me retournera un calcul. Et le calcul, ce sera tout simplement A fois B. Voilà, comme ça. Et je vais avoir ça pour les autres opérateurs. Je vais avoir ça si je fais par exemple le moins. Du coup, je ferai A moins B. J'aurai la même chose pour le plus. Je ferai A plus B. J'aurai la même chose pour le modulo. Donc je ferai A modulo B. Et sinon, j'aurai tout simplement la division. Et je ferai A divisé par B. Comme ceci. Alors, qu'est-ce que l'on veut exactement côté JavaScript? On va aller récupérer le résultat final que j'avais déjà fait. On va agrandir un petit peu et je vais vous montrer les différentes interactions. Déjà, évidemment, je vais devoir faire les calculs. D'accord? Vous avez vu ici, j'ai fait 1 plus 3. Si je fais égal, ça me dit 4. Si je fais fois 2, ça me dira 8. D'accord? Et si là, je fais par exemple plus 1, donc ça va me faire 9. Et que là, je fais directement moins, ça me fait 9 et je peux faire ma soustraction. D'accord? Donc les calculs s'enchaînent. Donc ça, c'est une première chose. Quand je clique sur mes boutons, j'ai un petit effet. Quand je clique sur égal, ça me fait le calcul. Mais si je clique sur un opérateur alors qu'il y avait déjà un calcul en cours, ça va également me faire le calcul en cours. D'accord? Si je clique sur AC, ça me réinitie à 0. Si je clique sur la croix, ça me quitte la calculatrice. Si je clique sur le moins, ça me réduit la calculatrice. Et là, il y a le plus qui apparaît. D'ailleurs, si vous regardez bien, j'ai pas les symboles jusqu'à temps que je fasse un survol. Donc quand je vais survoler mes boutons, il faut que les différents, les petits icônes, là, les petits symboles apparaissent. Donc il y a pas mal de petites choses à faire. On va essayer de rien oublier. On va réduire la page et pour ça, on va faire des commentaires. Hop. Donc on va venir ici. Et pour rien oublier, ce qu'on pourrait faire, c'est ici, je sais pas, mettre animation on over, pour pas l'oublier. Il va falloir faire forcément les calculs. Il va falloir gérer, je quitte la calculatrice, je la réduis et je l'augmente. Et après, il va falloir aussi gérer les animations sur les boutons. Voilà, comme ceci. Alors là, quand je dis on over, là, du coup, ce sera on click. Ensuite, il va falloir gérer le reset avec le bouton AC. Et pour la suite, on verra. Ce que je vous propose donc, c'est de commencer du plus dur au plus simple. On pourrait déjà s'occuper de ces petits boutons-là, faire apparaître les symboles que quand je fais un over dessus. Alors pour ça, ce qu'on va devoir faire, c'est retourner un petit peu dans le CSS. Et on avait mis un petit peu de style au niveau des spans. On avait dit, pour l'instant on n'avait rien dit, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la couleur. Et on va mettre un RGBA à 0. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Alors pourquoi il m'a pas pris en compte les modifications? Normalement il aurait dû. Mais voilà, j'ai tout simplement fait disparaître la couleur du texte. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe que je vais appeler
un peu plus bas, je sais pas, text opacity, comme ça. Et qu'est-ce qu'elle fera cette classe-là? Tout simplement, elle fera color RGBA 0.5. Donc nous, on va dire quoi? On va dire quand je survole mes boutons, je vais ajouter cette classe-là. Et quand j'aurai fini de les survoler, je vais l'enlever. Comme ça, j'aurai ce petit va-et-vient, ce petit effet au niveau des boutons qui fera apparaître au survol les symboles. Et quand j'arrêterai mon survol, ça les fera disparaître. Comment est-ce que je fais ça? On va aller un petit peu dans le code. Et rappelez-vous, nous, ce qu'on va vouloir récupérer, c'est ce qu'on avait variabilisé en tant que list options. D'accord? Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est parcourir tous les list options, tous les éléments de list options, capter l'événement over en JavaScript et appeler la petite fonction qui va permettre l'animation. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais organiser mon code en fonction, ce sera un peu plus lisible. Donc, je vais venir ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une itération. Je vais déclarer une lettre qui démarre de 0. Je vais itérer en fait dans tous les éléments de list option. Je vais dire list option inférieure, enfin plutôt, je vais un peu vite là. I égale 0, I inférieur à list option.length. Je vais récupérer les éléments 1, 1, j'incrémente. Hop, comme ceci. Et ce que je vais vouloir faire, c'est récupérer chaque élément un à un. Et je vais vouloir capter l'événement over. Alors c'est mouse over en JavaScript. Comme ceci. Et ce que je vais vouloir faire, c'est appeler une fonction que je vais appeler, je sais pas moi, show options par exemple. Alors je vais utiliser pour ça une fonction anonyme. Pourquoi? Parce que quand je vais appeler la fonction que je vais appeler par exemple show options, que j'ai pas encore créé, je vais avoir besoin de lui passer l'élément en cours. Pour savoir tout simplement c'est le symbole de quel bouton que je dois afficher. D'accord? Donc je vais créer ma fonction. Je vais l'appeler show options comme ceci. Elle va attendre un élément HTML. Donc je vais mettre ici lm_html. Et qu'est-ce que je vais vouloir faire? Tout simplement, je vais vouloir montrer mes options. Donc comment est-ce que je fais ça? Ça va pas être très compliqué. Je vais récupérer ici hop, l'élément HTML en question, le span en question. Je vais récupérer ces classes. Et je vais appeler la méthode add, pour rajouter quoi? Pour ajouter la classe que j'ai créée juste ici, qui s'appelle text opacity. Donc je vais la récupérer, je la mets là. Et normalement, si je sauvegarde, si je survole un span, alors là, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on a une petite erreur? On va voir. Apparemment pas d'erreur. Donc on va essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc le mieux pour cela, tout simplement, c'est de voir ce qu'il y a un petit peu dans list option. Donc juste au-dessus de notre itération, on va faire un console log pour voir si déjà on récupère bien les options. Apparemment, on récupère bien nos 3 spans. OK. Donc là, j'itère correctement. Add event listener. L'événement, il a l'air correct, l'événement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de faire un console log de... Ici, juste un petit console log, on va débugger de Toto, juste pour voir si on rentre bien là-dedans. Ok, donc apparemment on rentre bien. Donc le problème, il est par rapport à la classe CSS. Peut-être que j'ai fait une erreur. Je vais vérifier. Pourtant ça a l'air ok. Alors attendez, on va quand même recharger le cache au cas où. Et on va voir s'il me rajoute l'élément, tout simplement. Donc là, il aurait dû me le rajouter sur ce span là. D'accord, j'ai compris le problème. C'est qu'on n'a pas rajouté ça dans le bon span. Vous avez vu, on a rajouté ça dans le parent. Donc c'est pour ça qu'on a ce problème là. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est lui dire rajoute-moi au span qui est à l'intérieur. On va réduire et on va modifier le code. Pour résoudre ce problème, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement récupérer avec .children les enfants. Et nous, ce qu'on va vouloir récupérer, c'est le seul et unique, c'est le premier. Donc on va faire children, classe 0, puisque children nous renvoie une liste d'enfants pour notre élément HTML. Alors si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Là, aucun problème, ça fonctionne. Alors ça fonctionne certes, mais vous avez vu, les symboles restent visibles. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est également capter l'événement je ne survole plus mon élément, mon petit bouton, pour faire disparaître le symbole. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est ici faire un espèce de mouse out. D'accord? Comment est-ce qu'on fait ça? Je vais venir un peu plus bas. Hop. Donc ça va être sensiblement la même chose.
D'ailleurs, on pourrait le faire à la suite. On n'est pas forcément obligé de hop, tout copier-coller. On va rester comme ça. On va par contre copier-coller ça. Et ce qu'on va faire, c'est que on va vouloir capter l'événement MouseOut également pour tous les éléments. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une deuxième fonction qui va faire tout simplement l'inverse. Je vais l'appeler hide options. Voilà. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tout simplement enlever la classe text opacity. Comme ça, ça va revenir à ce que j'avais fixé à la base sur mon span, c'est-à-dire une opacité de 0. Et du coup, le symbole va disparaître. Donc je reviens ici et je vais appeler cette fonction-là onMouseOut. On va vérifier si ça fonctionne. Je recharge un peu la page, je fais un hover, il apparaît, je m'en vais, il disparaît. Super. Puisque l'on est sur les animations, ce qui serait peut-être bien, c'est justement de donner un petit peu vie à ces boutons. Si je clique sur ce bouton-là, ce serait bien de réduire la calculatrice. Comment est-ce que je vais faire? Puisque pour l'instant, j'ai donné une taille, et moi, ce que je vais vouloir réduire, justement, c'est la taille de buttons. D'accord? Pour l'instant, buttons, il a une taille, puisque si je le cherche un petit peu dans le CSS, hop, il a 300 pixels, et j'avais mis une taille justement exprès pour pouvoir faire ce petit effet. Et rappelez-vous, si vous avez suivi la première partie de la vidéo, j'avais rajouté une transition de 0,5 secondes avec un petit effet sur toute modification qui serait effectuée sur cet élément. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une classe hide, tout simplement. On aurait pu l'appeler reduce, mais elle est déjà utilisée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une taille à 0 pixels, et je vais un petit peu forcer les choses avec, le symbole de l'exclamation là, plus important, comme ça, ça va écraser un petit peu le style. Et à votre avis, le style de qui? De buttons. Comment est-ce qu'on fait ça? On retourne ici, et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir, capter ces événements-là. Comment est-ce que je vais faire ça? Tout simplement, je vais devoir itérer, même pas, d'ailleurs, j'aurais pas besoin. Je vais tout simplement récupérer l'élément qui a la classe quit, reduce et increase, et je vais appeler les fonctions adéquates, tout simplement. Comment est-ce que je fais ça? Mais c'est pas très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner un petit peu en haut. Rappelez-vous, on l'avait déjà fait, on avait déjà variabilisé ça avec des constantes. Donc moi, je vais capter tout simplement l'événement click sur quit, reduce et increase button. On va commencer par quit. Je vais venir ici. Je vais capter l'événement click. Et qu'est-ce que je vais faire quand je vais vouloir capter l'événement click? Je vais vouloir tout simplement quitter ma calculatrice. Donc je vais créer une fonction que je vais appeler quit, comme ça. Juste en dessous, on va la créer, cette fonction. Et qu'est-ce qu'elle va faire? C'est pas très compliqué, elle va faire un petit display none. D'accord? Donc un display none sur quoi? Sur ma calculatrice. Donc je vais récupérer le document. Je vais faire getElement by ID, parce qu'il me semble qu'on lui avait donné un ID. C'était l'ID calculatrice de mémoire. Regardez bien, ici on avait bien ID calculatrice. Donc je reviens ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais modifier son style. Et au niveau de son style, ce que je vais modifier, c'est le display, et je vais le mettre en display none. Alors qu'est-ce qui se passe si je fais ça? On sauvegarde, on revient, je clique, et elle disparaît, c'est nickel. On peut s'occuper des autres boutons. Alors justement, celui qu'on pourrait déjà attaquer, c'est comment réduire la calculatrice. Ça va pas être très compliqué, puisqu'on a tout mis en place dans le style.css, vous allez voir. Donc moi, ce que je vais faire, effectivement, ça va être un peu similaire à celle-ci. Je vais capter l'événement click, je me perds sur reduce button, qu'on avait variabilisé juste au-dessus, rappelez-vous, d'accord? Et ce que je vais faire, c'est que je vais appeler une fonction que je vais appeler reduce. Et là, ça va être sensiblement différent. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? En fait, on va vouloir rajouter tout simplement la classe hide à qui? À buttons. D'accord? Donc on va venir ici. Je vais récupérer du coup getElement by class name. Moi, je vais récupérer buttons, parce que c'est le container de tous mes boutons. Je vais récupérer le seul et unique élément qui a cette classe-là, donc je fais crochet 0. Et ce que je vais vouloir faire, je vais vouloir récupérer ces classes, et je vais utiliser la petite méthode prédéfinie toggle pour faire un toggle sur la classe hide. Rappelez-vous, la classe hide, celle qu'on a définie ici, elle met une taille à 0 pixels. Et nous, au préalable, ce qu'on avait fait dans buttons, c'est qu'on avait dit que si on avait une propriété CSS, on mettait une petite transition de 0,5. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est que quand je vais cliquer sur mon petit symbole moins, alors attendez, on va recommencer.
Ah, on a une petite erreur. Donc pourquoi on a une erreur? C'est normal, c'est parce qu'on appelle quit. On n'appelle pas reduce. Donc on va appeler reduce, et normalement, si je recharge, hop, c'est nickel. Et ça fait un toggle, donc si je reclique, eh ben, ça le réagrandit. Sauf que nous, on aimerait plutôt que ça le réagrandit quand on clique sur le symbole plus. Pour ça, ce qui serait peut-être bien, c'est d'afficher le symbole de réduction quand ta calculatrice à l'entière, et le faire disparaître quand je l'ai réduit. Et faire apparaître du coup le bouton plus, d'accord, qui a un petit va-et-vient. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Ça va pas être très compliqué. Quand je vais réduire, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer Reduce Button, et je vais tout simplement modifier son display. Donc c'était style.display, pardon. Hop, style.display égale none. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer increase button comme ceci. Et par contre, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va le mettre en display block. Alors vous allez me dire, oui, mais il est déjà en display block, on le voit déjà. Certes, donc ce qu'on va devoir faire, c'est qu'au niveau du style.css, on va récupérer increase button. Et par défaut, on va le mettre en display none. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je réduis, le bouton plus apparaît, et du coup, c'est nickel, le va-et-vient fonctionne. Donc ce que je vais faire quand même, c'est que je vais rajouter une petite marge aussi sur le bouton plus. Comme ça, il ne sera pas collé au bouton, au petit bouton pour quitter. Ok, c'est super. Ce qui me reste maintenant, eh bien, c'est de gérer le clic sur le bouton plus pour faire également un toggle sur la classe hide pour agrandir ma calculatrice. Donc ça ne va pas être très compliqué non plus. Je vais pouvoir même m'inspirer un petit peu de ce que j'ai fait. Je vais faire un petit copier-coller. Ici, c'est quit button pour lequel je vais vouloir capter l'événement clic. La fonction, je vais l'appeler, alors c'est pas quit, pardon, c'est increase. Donc je vais créer une fonction que je vais appeler increase, comme ceci. Je vais appeler increase du coup. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir également faire un toggle sur la classe hide sur le container qui contient tous mes boutons. Je vais mettre en display block le petit bouton reduce, et du coup en display none, le petit bouton increase. Comme ça, j'ai ce petit va-et-vient. Je m'explique, je clique ici, ça réduit, je reclique ici, ça augmente, et ça me fait apparaître mon bouton pour réduire la calculatrice. C'est nickel. Pour en terminer sur les animations, ce qu'on pourrait faire, eh bien, c'est capter l'événement clic sur l'ensemble des boutons, et ajouter ce petit effet de style qu'on avait ajouté pour montrer qu'on a cliqué sur une touche. Comment est-ce qu'on va faire ça? Hop, je vais déplacer un petit peu le commentaire, et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est itérer. Alors, est-ce qu'on l'avait fait au-dessus? On ne l'a pas encore fait. Voilà, on l'a fait ici. Donc, on va récupérer la petite itération qu'on avait ici. Sauf que nous, on ne va pas le faire sur list option. On va le faire sur list numbers. Donc, c'est tous les petits boutons qui contiennent un chiffre. Et on va le faire également sur list operators. Et ce qu'on va faire, c'est que pour chaque élément récupéré, hop, nous, on va capter avec add event listener l'événement clic. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est appeler une fonction qui va gérer l'animation. Qu'on pourra appeler, je sais pas moi, animation on buttons, par exemple. Voilà, comme ça, hop. Donc ça va être sensiblement la même chose ici, sauf que là, on va récupérer chaque élément de la liste d'opérateurs, c'est-à-dire le modulo, la division, etc., etc. Et on n'a plus qu'à créer notre petite fonction d'animation que je vais poser juste ici. Hop. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'elle va faire, cette animation? Elle va récupérer l'élément HTML sur lequel on a cliqué. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est passer en paramètre l'opérateur this qui va récupérer l'objet dans lequel je suis, l'objet HTML dans lequel je suis, en l'occurrence, celui sur lequel j'aurais cliqué dans ma liste, soit de nombres, soit d'opérateurs. Donc ici, ce que je vais récupérer, c'est forcément une espèce de button. Donc, je pourrais l'appeler LMHTML, c'est comme vous voulez. Hein. Hop, comme ceci. Et je vais devoir gérer tout simplement la petite animation dessus. Alors moi, qu'est-ce que je veux faire exactement? Ce que je veux faire, c'est récupérer mon petit bouton, on peut l'appeler button, hein, c'est pas mal. On va récupérer le petit bouton, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de son style, je vais modifier l'opacité. Opacity, hop, comme ceci. Et je sais pas, je vais la mettre à 0,6 par exemple. Alors si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Je viens là, je clique. Alors là, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi? On a dû faire une erreur. On va débugger, hein, comme d'hab. Est-ce qu'on a une petite erreur en console? Oui, on a une erreur en console. C'est ici, j'ai oublié les parenthèses. Attention. Effectivement. Donc je clique. Ça me réduit l'opacité, sauf que moi, j'aimerais bien une espèce de petit va-et-vient. D'accord? Comme si j'avais pressé la touche.
Donc ce qu'on pourrait faire pour ça, petite technique, on peut utiliser un set timeout. Et moi, je vais dire quoi? Je vais dire que dans 0,2 secondes, donc 200 millisecondes, pardon, je vais récupérer mon bouton et je vais remettre l'opacité à 1, tout simplement. Comme ça, j'aurai cette espèce de petit effet de va-et-vient. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? On teste, je recharge, hop, ça disparaît, ça réapparaît. On en a maintenant fini avec les animations. Ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est plutôt passer à la partie calcul. Comment est-ce que je fais ça? Eh bien, je vais déjà créer une fonction que je vais appeler par exemple make calculation, comme ceci, et elle va s'occuper de faire mon calcul, tout simplement. Alors, quel calcul je vais vouloir faire? Eh bien, tout simplement, pour effectuer un calcul, il va me falloir un premier chiffre, un opérateur et un second chiffre. D'accord? J'ai besoin de ces trois choses-là pour effectuer le moindre calcul. S'il me manque une information, c'est que je suis en cours de calcul et que je n'ai pas tous les éléments nécessaires pour faire un calcul. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais venir ici et je vais dire si first number, il n'est pas égal à du vide, hop, comme ceci, et que second number, il n'est pas non plus égal à du vide, alors du coup, on va mettre plutôt la négation. Donc, on va mettre, hop, comme ceci. Ici, c'est pareil. Et que, je fais des bêtises, j'ai oublié un symbole, l'espérolette, et que current operator, il n'est pas non plus égal à du vide. Donc, ça voudra dire que j'ai sélectionné au préalable un premier chiffre, un deuxième et un opérateur. D'accord? D'ailleurs, si on voulait aller dans l'ordre, ça va être ça. Pourquoi? Parce qu'on va devoir déjà sélectionner un chiffre, puis un opérateur, puis un second chiffre. D'accord? Donc, si j'ai les trois, eh bien, je vais vouloir faire mon calcul. Donc, pour ça, je vais récupérer très certainement un résultat. Moi, j'avais variabilisé ça dans mon result. On pourrait l'appeler peut-être, result, c'est pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que result, il va être égal du coup à l'opération que moi je vais faire. Alors, quelle va être cette opération-là? C'est pas très compliqué. Ça va être mon premier chiffre, soit multiplié, divisé, soustrait, additionné au second chiffre. D'accord? Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler l'objet calcul qu'on avait créé juste au-dessus. Rappelez-vous, l'objet calcul, il était ici. D'accord? Donc, nous, on va lui passer tout simplement l'opérateur sur lequel on a cliqué et appuyé pour effectuer un calcul. Donc, je vais faire référence, hop, à la propriété qui aura la valeur de mon opérateur. Et puisque dans la valeur de ma propriété, c'est une fonction, je vais lui passer en paramètre de la fonction mon premier chiffre et mon deuxième chiffre. Alors, comment est-ce que je fais ça? Eh bien, c'est très simple. Je vais venir ici, je vais envoyer first number et second number, comme ceci. Alors, le truc, c'est que moi, je veux pas de problème. Je veux bien faire des calculs avec des chiffres et non des strings, parce que là, pour l'instant, first number et second number, c'est des strings. C'est les valeurs des boutons que je vais récupérer, d'accord? Donc, ça va être des strings. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est parser tout ça en float. Hop, transformer mes strings en float. Comme ça, je vais pouvoir manipuler, soit des entiers, soit des chiffres à virgule. Comme ceci. De là, je vais récupérer un résultat, et ce résultat-là, je vais vouloir l'afficher tout simplement à la place de mon 0. Et ça, on l'avait variabilisé, c'était result.lm. D'accord? C'est la partie où j'affiche le résultat. Donc ce que je peux faire, c'est venir ici et dire que result.lm.innerHTML, il est égal à mon résultat final. Et ce que je vais faire ensuite, c'est faire un petit reset de mes valeurs. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, moi j'avais dit quoi? J'avais dit que quand on faisait un calcul, si par exemple je faisais 1 plus 1 et qu'après je voulais multiplier le résultat par 2, je pouvais le faire. Donc ça veut dire qu'à partir de là, le premier résultat, first number, il va prendre la valeur de mon résultat. Je repartirai toujours de mon résultat, si je veux pouvoir faire des opérations à la suite. D'accord? Que je vais remettre en string, puisque quand on va remanipuler cette variable-là, ça va être une string à l'intérieur. Et par contre, mon deuxième number, second number, je vais le réinitialiser à du vide. Attention cependant, ici, on manipule une virgule, sauf que nous, en JavaScript, pour faire des calculs avec des décimaux, on va avoir besoin de points. Alors, pour ne pas avoir d'erreur, ce qu'on va faire, c'est que quand on va faire notre petit calcul, nous, si on trouve une virgule, on va la remplacer par un point, tout simplement. D'accord? Je vais agrandir un petit peu. Hop, et ça, je vais le faire et pour le premier nombre et pour le deuxième. Et normalement, notre petit calcul devrait se faire.
Donc pour rappel, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a fait référence à un objet, on a utilisé les parenthèses pour faire référence à la propriété de l'objet qui nous intéressait. En l'occurrence, la propriété qui va nous intéresser, eh bien, ce sera la propriété qui aura la même valeur que l'opérateur sélectionné pour le calcul. Et on a placé des parenthèses puisque la propriété qu'on vise dans notre objet, eh bien, peu importe l'opérateur, ça renvoie toujours une fonction. Donc nous, on veut appeler cette fonction. Ce pourquoi on a placé ici les parenthèses et on a passé le premier chiffre et le second chiffre. Donc on a préparé notre petite méthode de calcul, mais il reste encore pas mal de taf pour la suite. Donc on met ça en place tout de suite. Maintenant qu'on a préparé notre petite fonction de calcul, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est capter l'événement clic sur l'ensemble des nombres pour les afficher à l'écran déjà. D'accord? Alors normalement, on avait déjà itéré un petit peu dans les nombres, puisque ici, on avait déjà créé une animation. La preuve, quand je clique, j'ai une petite animation qui se fait. Alors par contre, on dirait qu'elle ne se fait pas pour tous les boutons. Alors on a une erreur. Pourquoi est-ce qu'on a provoqué une erreur? On va voir. Non, pas d'erreur. Alors pourquoi l'animation ne fonctionne plus? Elle fonctionne qu'une seule fois. Alors effectivement, tout à l'heure, on a vérifié que sur un bouton, et effectivement, ça fonctionne que sur un bouton. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va vérifier un petit peu. J'ai bien ma liste des numbers. J'ai récupéré tous les boutons qui n'avaient pas la classe opérateur et le signe equals. Donc ce qu'on pourrait faire déjà, c'est voir un petit peu ce qu'on a là-dedans. On va regarder, on va faire un petit console log de list numbers. On va voir un peu ce qu'on a dedans. Ok. On inspecte. Donc là, pour moi, c'est correct. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Let i égale 0, i inférieur à listNumber.length, i++. Ah, parce qu'ici on a mis 0 et c'était i. Voilà pourquoi, donc forcément, il captait l'événement clic que sur le premier bouton de la liste. C'est pourquoi ça fonctionnait sur le premier et pas les autres. Donc là, c'est impeccable. Donc je reviens un petit peu à nos moutons. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était du coup afficher à l'écran le chiffre qu'on a sélectionné sur lequel on a cliqué, quoi. Si là je clique sur 7, 8, 9, il faudrait que je puisse le faire apparaître, et ensuite si je choisis un opérateur, il faudrait que je puisse en rentrer un deuxième de chiffre. D'accord? Comment est-ce qu'on fait ça? Ça va se passer au niveau d'ici, list number. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer très certainement une fonction que je vais appeler show values on screen, par exemple. Ça pourrait être pas trop mal, je pense. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, juste après avoir fait l'animation, moi, je vais vouloir afficher mon chiffre à l'écran, et je vais appeler une fonction que je vais appeler show value on screen, comme ça, et je vais envoyer $this. D'ailleurs, je pourrais même envoyer directement .innerHTML, comme ceci. Il va falloir maintenant que je vienne en dessous, que je crée la fonction du coup show value on screen, comme ceci. Elle va récupérer du coup une espèce de petite valeur que je vais appeler value, ou number, c'est comme vous voulez, et elle va devoir faire mal de choses. Ce que je vais vouloir dire dans cette fonction, c'est que tant que j'ai pas encore choisi d'opérateur, c'est que là je suis en train de taper finalement mon premier chiffre. Donc je vais dire ça comment? Je vais dire if current operator est égal à du vide, eh bien c'est que là je suis en train de rentrer mon premier chiffre. Donc je vais reprendre first number, et je vais dire que first number tout simplement est égal, plus égal à ma valeur. Pour l'instant on va rester comme ça, on verra que c'est un peu plus compliqué que ça. Et si j'ai déjà un opérateur sélectionné, un opérateur arithmétique, c'est que je m'occupe finalement d'insérer mon deuxième chiffre. Et dans ces cas-là, je vais récupérer second number, je vais faire plus égal value, et évidemment, dans les deux cas, je vais devoir afficher ça à l'écran. Pour ça, je vais récupérer l'id result.lm, je vais modifier son inner HTML, et ça va tout simplement être égal à first number si je suis en train de rentrer mon premier chiffre, ou second number si je rentre mon deuxième. Alors, si je fais ça, c'est cool. Si je rentre un chiffre, ça fonctionne. Je suis bien en train de rentrer le premier, d'accord? Le problème, c'est que je peux rentrer un peu n'importe quoi. Par exemple, je peux rentrer ce genre de choses. Et ça va pas trop, d'accord? Pareil, je pourrais rentrer ça. Donc j'ai pas mal de checking à faire, de contrôle, si je veux pouvoir avoir des résultats cohérents à additionner, multiplier, etc. etc. Donc pour ça, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais créer une fonction que je vais appeler, par exemple, check value. Voilà, comme ceci. Même check starting value, on va l'appeler, parce que c'est les valeurs de départ. Et je vais attendre un chiffre et une valeur. Et là, on va avoir pas mal de contrôle à faire au niveau de ça. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que finalement, plutôt que de faire first number et second number plus égal à value, moi, ce que je vais dire, c'est que je vais affecter une valeur. Et la valeur que je vais lui affecter, c'est ce que va me renvoyer justement la méthode check starting value. Donc là, je vais lui passer quoi? Là, il s'agit de mon premier chiffre. Ça, c'est la valeur que je viens de rentrer. Ici, c'est mon deuxième chiffre, et ça, c'est la valeur que je viens de rentrer. D'accord? Donc, on va à chaque fois vérifier ce qu'on rentre pour voir qu'on a des choses cohérentes dans notre calculatrice pour ne pas arriver à des résultats incohérents, voire impossibles à gérer. Alors, je vais avoir trois scénarios. Soit je vais avoir mon number
qui commence par 0. Soit, des fois, je vais avoir mon number qui commence par une virgule. Soit, dans ce cas-là, j'aurai une condition else. Je ne rentre pas dans ces deux scénarios-là. Et oui, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que là, on a finalement 3 possibilités. Soit je rentre un chiffre, d'accord? Bon, là, on a des erreurs, mais soit je rentre un chiffre. Bon, c'est normal, j'ai pas fini de remplir ce que je fais. Mais en gros, soit je rentre un chiffre, soit je rentre un 0, soit un autre chiffre, soit une virgule. Mais je ne pourrais pas rentrer autre chose de plus, puisqu'après, ça va être la gestion des opérateurs et ce sera autre chose. Donc moi, ce que je vais dire que si actuellement, mon chiffre actuellement, sa valeur c'est 0, eh ben, il y aura deux cas de figure. Soit la prochaine valeur que je veux rentrer, ça va être une virgule. Et dans ces cas-là, il n'y aura pas de problème. Je vais juste concaténer à mon chiffre la virgule, comme ceci. Et à la fin, je vais retourner number. D'accord? Soit, j'avais déjà un 0. En fait, mon premier chiffre, c'était un 0. J'ai pas rentré de virgule et j'ai rentré un autre chiffre. Et dans ce cas-là, on va se retrouver avec 0,7 ou 0,8. Et là, ça va pas. Du coup, ce que je vais faire, j'ai même pas besoin du L parce que j'ai fait un return au-dessus. Je vais dire que number, il va être égal à la valeur que je viens de rentrer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, imaginons que j'ai rentré un 0, d'accord? Et après, je vais mettre un 2. Ça va pas. Il faudrait que je puisse enlever le 0 et remettre un 2 ici, à la place du 0. Par contre, si je mets 0 et virgule, là, j'ai le droit, c'est que je suis en train de manipuler des chiffres décimaux. Et dans ces cas-là, hop, du coup, je vais également retourner number ici. Si par contre, quand je suis en train de rentrer un nouveau chiffre, le chiffre de départ, c'était une virgule, là, ça va pas, il va falloir que je rajoute un 0 avant, parce que ça veut dire que je veux afficher des chiffres décimaux. Donc je vais dire que number est égal à 0 plus la valeur qu'il avait auparavant. D'accord? Et ensuite, si je rentre pas dans ces deux premiers scénarios, c'est que je rentre un chiffre normal et que du coup c'est juste une suite de chiffres. Et dans ce cas-là, je vais faire number plus égal value. Et évidemment, à chaque fois, je vais retourner number. Oups, alors on va faire un petit return. Hop, je viens ici, je fais return de number. Alors normalement, si je viens ici et que je tape des chiffres, ok, pas de problème, on recharge. Et si par contre je mets un 0 de base et qu'après je mets un 3, eh bien vous avez vu, je l'ai remplacé, j'ai mis un 3 directement. Parce qu'on n'a pas à avoir 0,3 dans une calculatrice. Je recharge, pareil, si ici je mets une virgule, si je mets un 3, hop, il me rajoute avant le 0 et je peux taper mon 3 et ma valeur décimale après. C'est nickel. J'ai géré la gestion et le contrôle des valeurs que je peux rentrer dans ma calculatrice. Maintenant, il va falloir s'occuper du reset et de la gestion des opérateurs pour faire mes différents calculs. Ce qu'on pourrait rajouter à notre code actuel pour éviter les erreurs, eh bien, c'est au niveau de l'implémentation du second chiffre, on pourrait faire ici une petite condition et dire que finalement, quand on est en train de rentrer notre second chiffre, si first number, il y a un petit malin qui avait juste mis une virgule, eh bien, first number, on va le réinitialiser, on va lui raffecter une valeur, on va le mettre à 0. D'accord? Comme ça, on ne fera pas une opération entre une virgule et un chiffre. Ça n'a pas de sens. D'accord? Et on fera tout simplement un contrôle, on ne laissera pas le calcul se faire si second number, ce n'est pas un chiffre normal. Pourquoi? Parce que ici dans le contrôle, s'il commencera par une virgule, on mettra systématiquement 0 avant. D'accord? Mais au moins, on pourra s'assurer que on n'est pas passé à la trappe au niveau du premier chiffre, mais on reviendra un petit peu dessus après pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait ça. On va maintenant pouvoir s'occuper du moment où on clique sur un opérateur. Donc du coup, quand on va cliquer sur un opérateur, on va devoir sélectionner l'opérateur en question, et du coup, on pourra affecter une valeur au deuxième chiffre pour effectuer notre calcul. Comment est-ce que je fais ça? Je vais créer une fonction que je vais appeler, je sais pas, select operator. Je pense que c'est pas trop mal. On va venir comme ceci. Et select operator, il va intervenir quand? Il va être appelé tout simplement quand, un peu plus tôt, on captait l'événement click au niveau des opérateurs. Et moi, je vais lui envoyer tout simplement directement inner.html, voilà, comme ceci. Pour rappel, lorsqu'on sélectionnait la liste d'opérateurs, rappelez-vous ici, liste opérator était égale à tous les boutons qui avaient la classe opérator. Quand on regarde un petit peu le HTML, tous les opérateurs n'ont pas cette classe-là. Le signe égal en est dépourvu, ce qui veut dire qu'on va capter l'événement click sur tous les opérateurs, sauf le symbole égal, puisque le symbole égal fera sensiblement autre chose, puisqu'il lancera tout simplement le calcul en cours. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le code, et on avait déjà itéré dans la liste d'opérateurs, on appelle select operator, et qu'est-ce qu'on va faire dans select operator? Tout simplement, on va dire si la valeur qu'on récupère, donc l'opérateur qu'on récupère, on pourrait mettre opérateur ici si vous voulez,
Si l'opérateur c'est égal à AC, eh bien, ce qu'on va devoir faire, c'est un reset. Donc là, je vais plutôt mettre la négation. Si l'opérateur n'est pas égal à AC, alors on sélectionnera l'opérateur en cours. Sinon, eh bien, on appellera très certainement une petite fonction qu'on va appeler reset, comme ceci, que je vais définir un peu plus bas. En revanche, si l'opérateur sélectionné, ce n'est pas un reset, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si first number n'est pas égal à une virgule et que second number, lui non plus, n'est pas égal à une virgule, parce que s'ils sont égaux à une virgule, on ne pourra tout simplement pas faire de calcul. Et là, on pourra lancer le calcul. Ce qu'on va faire aussi, c'est que du coup, current operator, c'était la petite constante qu'on avait créée, enfin la variable qu'on avait créée, variable globale qu'on avait déclarée tout au-dessus, qui était ici. On va dire que l'opérateur actuel, maintenant, c'est bel et bien celui qu'on a sélectionné, donc opérateur. Donc là, on s'assure bien qu'on ait bien un chiffre compris entre 0 et 9 avant de faire quoi que ce soit, sinon on risque d'avoir des petites surprises. Eh bien, on va essayer. Je vais faire par exemple 7 fois 3. Alors pour l'instant, on n'a pas le bouton égal. Par contre, si je refais un plus, ça me fait bien 21. Et normalement, avec ce qu'on a prévu juste avant, si je fais diviser par 3, ça devrait me dire 7. Impeccable. Et là, je peux faire autant de calculs à la suite que je le souhaite. On pourrait maintenant s'occuper du reset. Le reset, ça ne va pas être très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le résultat LM qui contenait tout simplement le résultat là, qui est contenu dans la div. Nous, son HTML, son texte, on va le remettre à 0, comme ceci. Et on va tout simplement dire que first number, c'est égal à du vide. Et second number, c'est également égal à du vide. On réinitialise tout. Et même current operator, ça va être égal à du vide. Donc, normalement, peu importe ce que je tape, si je viens ici, hop, je mets n'importe quoi. Si je fais assez, super, il m'a tout réinitialisé. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper du symbole égal qu'on n'a pas encore géré. Ce qu'on va faire, je ne sais plus si on l'avait variabilisé ou pas celui-là. On va revenir un petit peu dans le code. Si on l'avait variabilisé, il est juste ici, equal sign. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va capter tout simplement l'événement click pour ce bouton-là. On pourrait le faire à la fin d'ailleurs si vous le voulez. Alors ça, on l'a fait, c'était au-dessus. C'était juste ici. Voilà, comme ceci. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est make calculation on click avec le symbole égal. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, je viens ici, je récupère equal sign, je capte add event listener au niveau de l'événement click. Et ce que je vais faire, tout simplement, je vais faire une petite fonction anonyme. Pourquoi? Parce que je vais mettre une condition. Et je vais dire, si first number n'est pas égal à, pareil, une virgule, et que second number n'est pas également égal à une virgule, alors j'appellerai mon calcul et je ferai mon calcul. Et normalement, on devrait être pas trop mal. Testons tout ça. Notre calculatrice est-elle fonctionnelle? Eh bien c'est parti, on va tester. Alors si par exemple je fais, je sais pas moi, 7 fois 3, ok, ça fait bien 21, j'ai appuyé sur le symbole égal. Si je fais plus 3, ok, ça fait bien 24. Super, je réinitialise. Si je fais 10 modulo de 3, il reste bien 1, super. Si je fais, je fais 10 divisé par 5, ça fait bien 2, ok. 7 fois 3, on l'avait déjà testé, super. Moins 1, il reste 20, plus 3, ça fait 23, ça a l'air fonctionnel. Alors qu'est-ce qui se passe si je mets un 0 et je mets un 2? Ok, super, donc je peux continuer. Tout ça, ça fonctionne. Ok. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je mets une virgule et je mets un 6? Ok, il m'a rajouté le 0. Donc je vais mettre 0,6 plus 1, ça fait bien 1,6 fois 3. Ah, là on a un petit souci, c'est qu'on a beaucoup de chiffres après la virgule. Alors comment est-ce qu'on peut régler ce petit problème-là? Ça ne va pas être très compliqué. On va revenir dans le code, au niveau de nos calculs, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va entourer d'une parenthèse chaque calcul, comme ceci, et on va appeler la fonction toFixed
en JavaScript, la méthode prédéfinie, et nous, on va arrondir à, hop, 2 décimaux. Normalement, si par exemple, je viens ici, je fais 100 divisé par 12, eh bien, il m'a bien arrondi ça à 8,33. Si je fais fois 9, hop, pareil, il m'a bien fait un arrondi, c'est nickel. On va essayer de compliquer un petit peu les choses. Qu'est-ce qui se passe si par exemple ici je mets, je sais pas, 0,2, ok, je fais plus, et là je mets une simple virgule, et je fais égal. Ah, il se passe rien. Alors pourquoi il se passe rien? Tout simplement parce que j'ai pas encore mis de chiffre. D'accord, et on a un contrôle pour ça. Ok, 0,80 plus 3, 3,80, alors fois virgule, il se passe rien. Super, ça a l'air de fonctionner. Alors on va essayer, on va faire un dernier essai. On va faire 1,5 fois, là je vais mettre 0, ou plutôt virgule, 0,5. Bon, c'est pas ça que je voulais faire. On va réessayer. Je vais faire 1,5 fois, là je vais mettre une virgule. Ok, il se passe rien. Je mets un 0. Ok, ça a l'air fonctionnel. Bon, et bien, c'en est tout pour cette petite calculatrice. Pas mal de petites choses sympas, puisqu'on a non seulement fait du calcul, mais on a fait aussi quelques animations, on-over, on-click, avec des petits effets, des petites transitions, donc c'est plutôt sympa. Les petits boutons, on a fait un petit peu de design, mais surtout, on a vu tous ces petits algorithmes qu'on a mis en place. Donc c'était plutôt un bon exercice, parce que ça permettait de revoir un petit peu la sélection, la variabilisation, la déclaration de variables en JavaScript. On a vu aussi comment mettre en place des objets, un petit peu plus complexes que d'habitude, puisque là on a des propriétés qui sont liées à des fonctions. On a vu comment capter certains événements, on a vu plusieurs événements différents, on a pu faire des toggles sur des classes, on a pu modifier un petit peu le style de certaines balises, et aussi leur texte. Donc vraiment un exercice plutôt complet, pas forcément super simple, mais on a essayé d'être le plus bref possible. Évidemment, ce code n'est pas final, on aurait pu l'améliorer encore un petit peu. En tout cas, moi je pense que c'est plutôt un bon petit morceau. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis de pratiquer un petit peu vos connaissances en JavaScript et certainement d'apprendre de nouvelles choses. En tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.